reste l'exposé sur l'organisation territoriale de la pratique, la permanence des soins et la place de l'hospitalisation privée ainsi que le rôle des ARS par Hélène Lehors, qui est chirurgien pédiatre à l'hôpital Saint-Joseph à Marseille, qui s'intéresse depuis très longtemps à toute cette organisation. Merci Hélène de nous parler de tout ça. Je vous remercie de me donner l'occasion de parler devant cette noble assemblée. Je vais redire beaucoup de choses qui ont déjà été dites avec peut-être un point de vue un petit peu différent du point de vue du syndicat, parce que je suis présidente du syndicat à la suite de Philippe Dupé, et aussi du point de vue libéral, puisque j'ai une activité maintenant libérale. Donc pour reprendre les textes, on a parlé déjà des textes des SROS de troisième génération, donc schémas régionaux. Donc c'est en 2004 que vraiment la notion de prise en charge de l'enfant est apparue dans les textes officiels émanant de la DGOS. C'est à ce moment-là aussi qu'est apparue la chirurgie pédiatrique avec les différents niveaux et les limites dont on a déjà parlé. Ces textes concernaient aussi bien le secteur public que le secteur privé, mais la déclinaison régionale, comme l'a dit M. Cazac tout à l'heure, il y a bien des régions où la chirurgie pédiatrique et la pédiatrie n'étaient pas forcément vraiment détaillés. Par la suite, ces textes sont devenus plans régionaux de santé, avec une volonté d'étendre le spectre à la prévention et au domaine médico-social. La déclinaison régionale de ces textes sur le plan de la pédiatrie est restée là aussi extrêmement variable, essentiellement selon la volonté de l'ARS ou la présence des pédiatres ou des chirurgiens pédiatres, parce que ça compte aussi beaucoup, et que les chirurgiens pédiatres n'étant pas nombreux, je ne pense pas que ça les aide beaucoup à défendre leurs textes et à être présents dans les réunions au niveau des ARS. Et actuellement, donc, le dernier PRS à sortir était cette année, en janvier 2018, suite à la loi dite de modernisation du système de santé, qui donc a un cadre qui est encore plus lourd, je pense, mais qui définit des termes assez extraordinaires comme territoire de démocratie sanitaire, le conseil territorial de santé, et notamment des groupements hospitaliers de territoire qui sont une organisation qui ne concerne que le secteur public et qui en fait objective l'opposition entre le public et le privé. C'est quand même un petit peu étonnant d'un texte ministériel. Donc, en pratique, l'organisation territoriale de la chirurgie pédiatrique, elle est encore souvent oubliée selon les régions. Les niveaux, il y a une seule chose qui est entrée dans les mœurs, c'est la notion de niveau. En général, ces niveaux sont basés sur les âges, moins de 1 an, de 1 à 3 ans. C'est vraiment les 5 ans pour les urgences. C'est vraiment des limites qui sont entrées dans les mœurs, c'est dans l'esprit général. Mais il n'y a pas souvent une harmonisation entre l'offre publique et l'offre privée. Et il n'est pas, la plupart du temps, sous mention de la formation ou de la spécialité. En fait, le problème tient surtout à la place, je dirais, la place de la pédiatrie et de la chirurgie pédiatrique en France. Quand on voit la convention qui a été signée entre la Caisse nationale d'assurance maladie et les médecins en 2016, ça objective le parcours de soins de l'enfant, donc avec la définition du médecin référent de l'enfant. Ce médecin référent peut être un médecin généraliste ou un pédiatre, mais il n'y a pas de circuit spécialisé pour l'enfant qui définit qu'un enfant doit systématiquement être vu par un pédiatre. Est-ce qu'un diabétique ne devrait pas toujours être vu au moins une fois dans sa vie par un endocrinologue? C'est des choses qu'en France, on n'arrive pas à définir. Deuxième chose, c'est donc, on l'a déjà dit, il y a un paradoxe qui fait que les chirurgiens d'adultes, d'autres spécialités donc d'adultes, peuvent opérer des enfants, alors qu'on ne vérifie pas s'ils ont un minimum de formation spécifique. De la même façon, les médecins généralistes, qui deviennent le plus souvent le médecin référent de l'enfant, parce que pour les parents, quand on leur demande, j'ai fait le test, quand on demande à l'accueil, à l'hôpital, qu'on enregistre un enfant pour une hospitalisation, on demande dans le cadre du parcours de soins quel est le médecin référent de l'enfant.
systématiquement, ils donnent leur médecin généraliste à eux. Après, quand je les vois, je leur dis, mais vous avez donné ce médecin-là, mais cet enfant, c'est un pédiatre qui me l'a adressé. Ah, mais oui, mais c'est le docteur machin, c'est le pédiatre qui le suit. Mais dans la tête des gens, le médecin référent, c'est le médecin généraliste. Or, les médecins généralistes connaissent très mal la chirurgie pédiatrique et le raisonnement du généraliste est basé sur l'appareil. L'enfant a un problème digestif, on l'adresse au chirurgien viscéral. Donc, ça entraîne des retards diagnostiques, des pertes de chance, des gestes inappropriés. J'ai encore vu un enfant qui a eu un bassini pour une hernie. Dans la permanence de soins, on voit des spléectomies évitables. Alors, l'activité libérale là-dedans. Donc, on l'a dit, il y a 75 chirurgiens pédiatres à activité libérale majoritaire. Premièrement, c'est une spécialité jeune. On est peu nombreux, vous l'avez vu. Donc, évidemment, ça ne fait pas beaucoup de chirurgiens en vie. Mais pour faire de la chirurgie pédiatrique, il y a aussi, en libéral, il y a aussi des contraintes structurelles assez contraignantes. Enfin, oui, c'est déjà le principe d'une contrainte. C'est-à-dire qu'il faut respecter les mêmes limites d'âge que l'on a définies dans les différents niveaux. Donc, le chirurgien pédiatre va devoir s'adapter pour trouver un endroit où il va pouvoir opérer un enfant jeune. Et donc, beaucoup d'établissements vont avoir une limite d'âge à 1 an, ou à 3 ans, ou à 5 ans. Là aussi, la compétence des anesthésistes va être une limite importante. Les conditions d'hospitalisation pour faire autre chose que de l'ambulatoire vont être extrêmement difficiles à organiser. Deuxième chose, et non négligeable, sont les contraintes économiques. Parce que les actes que l'on fait en chirurgie sont très souvent l'acte mineur du chirurgien adulte. Quand vous faites une hernie de l'enfant, il peut avoir 15 jours, il peut être un ancien prémat, être un enfant particulièrement fragile. La cotation est la même que pour un adulte. Et donc, il n'y a pas de prise en compte du critère d'âge, qui pourtant retentit beaucoup sur la durée de l'intervention, sur la durée de l'anesthésie. Ce qui, pour un chirurgien en libéral, c'est le temps, et donc le temps d'occupation du bloc qui compte. C'est quelque chose de très important. Deuxièmement, il y a aussi la concurrence des chirurgiens adultes. Très fréquemment, on a des urologues qui vont opérer des ectopies, des chirurgiens viscéraux qui vont opérer des hernies, sans même se poser la question qu'ils prennent le travail du chirurgien pédiatre, parce que malgré tout, c'est un peu ça quand même. Et troisièmement, c'est la permanence des soins, qui est, quand on est en libéral, rapidement très lourd, parce qu'on est dans de petites équipes. On a vu que c'est aussi dans les hôpitaux périphériques, hein, mais on a des tours de garde. Alors, il y a des chirurgiens qui sont seuls, qui répondent tout ce qu'ils peuvent. Il y en a d'autres qui sont à dos, comme c'est mon cas actuellement. Enfin, c'est vraiment des situations qui sont très lourdes. Autre aspect qui est aussi très particulier à la chirurgie pédiatrique, c'est le côté de centre de soins niveau 2 ou 3 dont on a déjà parlé, c'est-à-dire cet hospitalo-centrisme ou dépendance. Parce que le chirurgien pédiatre, s'il veut pouvoir avoir une pratique intéressante, il faut qu'il puisse avoir un recours à un centre où il va pouvoir faire ses malades plus lourds, les hospitaliser, avoir une surveillance en soins continus, avoir des limites d'âge inférieures à 1 an. Donc, le maillage du territoire devient plus difficile, parce que quand vous voulez aller récupérer, enfin, vous occuper d'une population pédiatrique qui est à 100 km, donc vous faites les 100 km pour aller faire les consultations, mais il y en a, vous allez peut-être pouvoir faire de l'ambulatoire dans la clinique locale pour pouvoir faire la petite chirurgie, des choses simples, mais dès que le malade est un peu lourd, il faut pouvoir l'opérer dans un centre de niveau 2 minimum. Et donc il faut revenir. Donc vous ne pouvez pas vous installer à 100 km. Vous êtes obligé de vous installer près du centre où vous allez assurer les suites opératoires de vos malades. Donc, il est très difficile de faire un maillage du territoire et les chirurgiens pédiatres, enfin, c'est mon cas, mais il y en a beaucoup qui sont comme ça, se transforment un peu en VRP, à faire des consultations dans des villes autour et à revenir vers le centre principal pour pouvoir opérer. Donc, j'ai fait une enquête auprès des chirurgiens libéraux et il y en a qui vous répondent s'installer, c'est renoncer à la chirurgie. Parce qu'en fait, s'ils s'installent loin d'un centre de niveau 2, ils ne vont plus pouvoir réellement faire la chirurgie qu'ils voulaient faire.
C'est-à-dire qu'ils ne sont pas là pour faire des hernies ou des circoncisions toute la journée. Ils aiment bien pouvoir faire des choses intéressantes. Et cette problématique n'est pas propre au privé. C'est exactement la même chose dans les hôpitaux un peu autour. On a parlé par exemple du partage entre Marseille et Avignon. À Avignon, ils ne peuvent plus faire les enfants de moins de 1 an. Donc ils ne peuvent plus faire les sténoses du pylore. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'anesthésiste compétent pour le faire. Donc on voit que cette réflexion sur l'organisation territoriale demande d'abord d'avoir des centres, effectivement des centres de niveau 2, et assez à des distances pas trop loin, et surtout avec des niveaux où on va pouvoir attirer des chirurgiens pédiatres et les laisser travailler. Parce qu'il ne faut pas que les chirurgiens adultes opèrent ce qui va nourrir le chirurgien pédiatre, même si ce n'est pas le plus intéressant. Et donc, les perspectives que l'on a, je dois dire, pour ma part, à mon avis, il n'y a qu'une seule chose qui va jouer, et pas tellement les ARS, parce que depuis le temps qu'on essaye, depuis 2004 qu'on essaye, on n'a vraiment pas beaucoup progressé. Enfin, j'espère, M. Cahuzac, qu'on y arrivera à faire comme vous, mais depuis le temps, on a essayé dans la région PACA, ça ne marche apparemment pas. Je crois franchement qu'il n'y a qu'une chose qui marchera, ce sera les contraintes médico-légales et le risque, les contraintes des assurances professionnelles qui vont faire que les gens ne feront plus n'importe quoi. Et la preuve, c'est que si les enfants ne sont plus endormis dans les centres de niveau 1, dans les tranches d'âge les plus basses, c'est parce que les anesthésistes ne sont pas couverts par les assurances s'ils le font. Et c'est les anesthésistes qui ont fait qu'on n'endort plus des petits dans les cliniques. C'est pas les chirurgiens. Les chirurgiens sont toujours prêts à y aller, mais l'anesthésiste lui dit « je suis désolé, tu ne feras pas ». Et ça, c'est vraiment un rôle important. À côté de ça, c'est une spécialité qui est très attractive et toujours, quand on a des internes, ils sont toujours prêts à faire notre spécialité. Donc, le développement des centres de niveau 2, le développement aussi de nos techniques qui sont de plus en plus facilitent l'ambulatoire et qui fait qu'on peut faire des enfants des pathologies plus lourdes en n'étant pas forcément dans un niveau 2 sont des perspectives qui permettent le développement de la chirurgie pédiatrique. Un autre élément important, effectivement, c'est le partenariat public-privé et ce qui est prévu dans la loi de santé. Alors c'est surtout sur le point de vue des médecins généralistes que c'est présenté, mais une fois que les médecins généralistes le seront, on pourra toujours essayer de le faire aussi, c'est-à-dire faire un système où l'hôpital pourra faire intervenir des libéraux et obtenir avec un système beaucoup moins rigide que les vacations dont on parlait tout à l'heure pour aller prendre une garde et tout ça. Et dernière chose, c'est la télémédecine, qui est un vrai moyen d'organiser un maillage du territoire. Alors, ça prend du temps. Et le problème qu'on a actuellement, c'est que les chirurgiens pédiatres ne sont pas nombreux. Donc, c'est pas le tout de dire « Ah, mais on va faire des consultations à distance, on va aller une fois par mois faire des consultations ouvrées, voir les malades une fois, et les 3 autres, on les fera en consultation de suivi. » Il faut quand même y être, et donc il faut être nombreux pour pouvoir assurer tout ça. Et donc, mais c'est un moyen d'augmenter le maillage du territoire de façon à ce que les enfants aient plus recours aux chirurgiens pédiatres. Donc moi je dirais, malgré tout, parce que j'ai un naturel optimiste, que la chirurgie pédiatrique reste une chirurgie non seulement de devenir, mais aussi d'avenir. Je vous remercie. Merci beaucoup Hélène. Merci de cet optimisme, c'est clair, ça nous fait du bien. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Philippe Montébé. Évidemment, comme ayant suivi un parcours similaire à celui d'Hélène, privé, je ne peux qu'être vraiment séduit par sa présentation de la problématique et approuvé de tout ce qu'elle a dit. Et avec une question, parce que si j'ai bien compris tout à l'heure, à propos des différents organes qui fixent une direction pour la spécialité, maintenant on se centralise sur le Collège national professionnel. D'accord. Alors la question c'est que il y a le Collège national professionnel de chirurgie pédiatrique, le Conseil national professionnel, et il y a aussi la DARPEF en anesthésie. Et ma question c'est, puisque précisément dans le niveau 2, il y a un problème d'anesthésie des petits-enfants, il y a un dialogue certainement instauré. Je me demande si ce dialogue est vraiment instauré, parce que dans le secteur libéral, dont il a été question,
Il n'y a pas besoin de travailler au centre chirurgical de Boulogne avec 7 ou 10 chirurgiens pédiatriques qui ont plusieurs anesthésistes, qui sont quasiment tous les jours avec 2 ou 3 anesthésistes petits-enfants. Il y a dans des centres privés de niveau 2 ailleurs, ou dans des centres publics CRG ailleurs, des anesthésistes très compétents dans la formation de l'enfant, mais qui, du fait des recommandations de la DARPEF ou des risques qu'ils encourraient de type assurantiel, refusent catégoriquement de le faire, même si, avec un chirurgien pédiatrique chevronné, ils ont la garantie que sur l'année, ils auraient le quota, le nombre de patients nécessaires pour justifier, dans les règles de fonctionnement de la DARPEF, cette anesthésie. Alors là, je questionne le collège de savoir quel est le rapprochement avec la DARPEF qui représente la partie anesthésie de ce collège ou du Conseil national de la chirurgie de l'enfant, où est-ce qu'on est le dialogue pour élargir un peu ce dialogue et ne pas avoir ce facteur trop limitant aujourd'hui. Si vous voulez répondre, pour répondre à cette question, moi je rajouterais, est-ce qu'il y a quelqu'un, il n'y a personne de la SFAR malheureusement dans la salle, mais je ne connais pas, quelqu'un connaît la maquette des chirurgiens, des anesthésistes réanimateurs. Ils sont obligés de faire la pédiatrie. 3 mois. 3 mois de pédiatrie. Comme les généralistes. Donc ils peuvent, a priori, et il n'y a pas de qualification spéciale par la SFAR. Donc a priori c'est une question de volonté et c'est une question d'assurance. C'est surtout une question de nombre d'enfants qui vont entendre dans l'année. Et puis la limite est 1 an, 3 ans, 5 ans, tout le temps. Vous voulez rajouter quelque chose sur les relations? C'est surtout qu'en fait la DARPEF est vraiment une petite unité au sein de la SFAR. Mais quand on avait discuté, moi au moment des textes de SFAR, c'était difficile pour eux d'être trop catégoriques parce qu'ils n'étaient pas soutenus par la SFAR. Et quelles sont les relations avec les ARS que tu peux avoir qui peuvent permettre de faire avancer un peu les choses? Alors, en fait, le problème de ces relations, c'est que c'est éminemment région par région et très personnel. Et donc, dépendant de qui est à l'ARS et comment ils vont prendre le problème. Dans la tour, Oui, mais c'est vraiment très très variable. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la pratique pédiatrique en milieu libéral? Écoutez, moi je voudrais dire que je ne sais pas, je vais faire une espèce de synthèse parce que vous savez que dans la salle il y a la presse qui me fait l'honneur d'être là et donc je vous remercie d'abord parce que c'est un vrai problème, un sujet d'ouverture. Je pense que cette dernière diapositive est intéressante puisque vous voyez qu'il y a de l'avenir et du devenir. Moi, ce qui ressort quand même, si vous voulez, de cette journée pour quelqu'un qui n'est pas spécialiste de la pédiatrie, c'est qu'il y a des inquiétudes, mais il n'y a pas de pessimistes. Je pense que les gens, les patients, les enfants pourront toujours être opérés enfants. On rejoint cette idée de GHT au sens large du terme. On a ça, moi je connais beaucoup l'organisation de la cancérologie, c'est-à-dire des centres qu'on appelle de proximité de tout ce que vous voulez, qui sont des gens avec des limites à déterminer, et que nos contraintes ne viendront pas du législateur, je crois, mais plus des lobbies. Et les lobbies, malheureusement, il y a les fake news, donc ils font que les lobbies parfois font des erreurs sur le jugement et nos pratiques, mais des assurances. Donc il y a des centres comme ça, qui sont des centres qui peuvent faire une chirurgie pédiatrique dite de bon sens, avec j'espère, des anesthésistes qui accepteront. Et là, ça sera des quotas qui régulariseront les choses. Ensuite, il y a les centres spécialisés que vous avez très bien définis, et puis il y a les centres de recours. Alors, il y a un problème majeur qu'on regarde quand on regarde les cartes de France que nous a présentées Nouvelle, c'est on est l'éternel problème de notre pays, même si on s'aperçoit dans le choix des internes que c'est plus Paris qui est choisi en premier, mais que ce sont des régions souvent plus près de la mer ou plus près de la montagne. Il y a vraiment Paris est très privilégié pour ce genre de discipline, et qu'à l'inverse, il y a des inquiétudes peut-être au fond de la Bretagne. Mais que, là encore, moi je suis en général quelqu'un qui je pense que les conventions, les partenariats sont souvent meilleurs que les lois. Et je rebondis sur ce que vous avez fait à Toulouse, et je rebondis sur la proposition de Benamou d'aller avoir un courage, mais comme vous dites, c'est peut-être un vieux pieux. Mais c'est peut-être mieux que de vouloir tout légiférer, toujours avec des voilà. Et la contrainte, elle vient malheureusement de l'extérieur. Voilà. Donc ce n'est pas très pessimiste quand même. On a bien mon introduction qui était extrêmement objective. Voilà, pour être clore comme ça, je crois, donc je vais faire un commentaire, vous êtes, voilà.
Donc merci Monsieur le Président de nous avoir accueillis. Et merci à tous les orateurs qui s'est déplacés et partager leurs opinions tout à fait passionnantes. Bonne fin de soirée à tout le monde.